Bien le bonjour ou bonsoir, où que vous soyez. Bienvenue à cette formation, donc à cette petite introduction sur la thématique que constituent les déviations, l'investigation et CAPA. Donc, ce matin ou cet après-midi, nous allons prendre une heure, peut-être 1h30, pour parcourir ces deux processus qui sont typiquement liés à tout ce que nous connaissons au niveau des procédés, au niveau des façons de faire. Donc, concrètement, qu'est-ce que nous allons voir? C'est au niveau des déviations, investigations et CAPA, comme je l'ai dit. Ces trois processus sont liés directement à ce que nous connaissons comme système qualité. Donc, dans une entreprise pharmaceutique, on va mettre en place des systèmes qualité, on va mettre des procédés, des process en place ou des processus. Ces trois processus sont intimement liés. Donc, c'est ce que nous allons voir. D'emblée, je vais me présenter. Mon nom est Kassim Olé. Je suis euh, gestionnaire senior pour Mivado Global Performance. J'ai 25 années d'expérience donc en qualité, production et développement de produits. Euh, il y a aussi de l'expérience en validation et en conformité des procédés au niveau de la réingénierie et excellence opérationnelle. Je suis formateur agréé, certifié Project Management Professional PMP et Lean Six Sigma en Black Belt. Je suis membre de l'Ordre des chimistes de Québec. Je suis président de ISPI Canada affilié, donc International Society for Pharmaceutical Engineering, la branche du Canada. Donc, diplôme de maîtrise en biologie et aussi de génie des procédés chimiques. À propos de Vivado Global Performance, c'est sûr que nous sommes un bureau de consultation en gestion, donc tout ce qui est gestion des techniques et scientifiques. On donne des conseils, de la formation, donc euh, des services de Lean Six Sigma, de réingénierie, d'amélioration continue, des stratégies de transformation numérique. Nous allons intervenir aussi au niveau de la gestion du système qualité ou la mise en place de ce système-là. Nous intervenons aussi au niveau de la validation, en mettant en place le plan même de validation ou alors en intervenant sur le terrain directement avec la validation des systèmes informatisés, de la validation des procédés, de la validation de nettoyage, de la validation des méthodes et toutes les stratégies de validation que nos clients veulent bien nous confier. Nous allons intervenir aussi au niveau de la mise en place des systèmes qualité. On élabore aussi des soumissions pour des dossiers réglementaires, donc tout ce pour les produits de santé de façon générale. Nous avons un service d'audit pour faire les audits euh, tierce partie. Donc, vous pouvez nous solliciter à aller auditer vos fournisseurs, euh, vos, 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 vos clients, etc., etc. Donc, ce sont des services qui sont en place maintenant et que nous drainons de façon adéquate. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous. Ça nous ferait plaisir de vous supporter donc dans vos processus d'affaires. Et aussi, bon, vous voyez, il y a aussi la formation. Euh, Comme vous le savez, en pharmaceutique, on se doit d'être formé régulièrement de façon soutenue et fréquente. Donc, nous sommes là. On intervient aussi dans les industries ou dans les entreprises directement avec nos formations. Donc, on peut former les gens sur le tas, etc. Aujourd'hui, nous allons parler donc de la déviation, de l'investigation et des CAPA. Pourquoi? Parce que ce sont des processus que nous utilisons souvent en pharmaceutique. Donc, vous savez qu'il n'y a rien soit figé dans le temps, tout bouge et tout doit être, tout avance aussi. Et donc, comme nous avançons, les procédés avancent, les produits avancent selon leur cycle de vie. Donc, c'est pas pour rien qu'on parle de cycle de vie lorsque il s'agit donc des procédés ou alors des produits. Le cycle de vie, c'est que ça commence quelque part et ça finit quelque part. OK? Donc, à travers
ce laps de temps, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. On peut arriver à dévier, il peut y avoir des erreurs, on peut avoir des non-conformités. Et dans ce sens-là, nous allons parler de façon générale de la déviation. Donc, c'est quoi une déviation? Euh, je veux dire, au niveau de cette thématique, le but pour nous, c'est d'apprendre tous les aspects pertinents donc de mise en œuvre et ou d'améliorer les processus conformément au BPF. Ok. Nous voulons, à travers cette séance de formation, redécouvrir les possibilités et les outils applicables donc, dans les processus de déviation, d'investigation et de CAPA. C'est c'est exactement ça. C'est sûr que un cours, enfin une formation ou une séance d'une heure va nous donner que l'introduction de la chose. Si des gens ou si vous voulez avoir plus de détails au niveau des processus, au niveau des procédures même de déviation, d'investigation et de CAPA, nous avons une formation beaucoup plus longue, c'est-à-dire sur 4 heures, sur 5 heures, ou soit sur une journée, pour aller en détail au niveau de la déviation et pour parler justement de toutes les techniques d'investigation et les approches de mise en place, donc des mesures correctives et des mesures préventives qui sont en fait des CAPA. Donc, CAPA, c'est l'acronyme anglais pour désigner les mesures correctives et les mesures préventives. Donc, corrective action et preventive action. OK? Euh, ensuite, on va attaquer d'emblée ce que nous appelons, nous, la déviation. C'est important ici de parler de la déviation car c'est un processus qui fait partie intégrante donc du système qualité. Il n'y a pas un système qualité où il n'y a pas de déviation. Donc, la plupart des systèmes qualité vont avoir une procédure sur la déviation. Dans d'autres entreprises, on va les appeler des variances ou des écarts ou des anomalies. Donc, nommez-les. Tous ces noms-là font référence donc à, à une seule, euh, à une seule action que nous appelons s'écarter donc de ce qui a été prévu avant. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'en pharmaceutique, tout ce que nous faisons est documenté. Tout ce qui est documenté doit être réellement écrit en procédure et on fait ce qui est documenté et on documente ce qu'on fait. OK? Ça, c'est le principe de base donc, de la bonne documentation en pharmaceutique. Donc, avant même d'agir ou de faire une action, il faut que ça soit écrit et approuvé. Lorsque c'est écrit et approuvé, qu'on passe à côté, on appelle ça une déviation. Euh, mais avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons voir pourquoi la déviation est aussi importante au niveau du système qualité. En fait, c'est une exigence réglementaire, tout simplement. Okay? Dans les PPF, à travers tout le monde, que ce soit les PPF des États-Unis, les PPF de Santé Canada, les PPF au niveau de l'Europe, même de l'OMS. Hein? Les PPF de l'OMS aussi vont spécifier cela. Donc, lorsqu'on s'écarte donc, de ce qui a été prévu ou de ce qui est approuvé, automatiquement, on émet une déviation. On explique pourquoi, on évalue l'impact et on détermine la cause. Et si possible, on met des actions en place. Voici comment la déviation, l'investigation et les CAPA se mettent ensemble. Donc, je ne vais pas citer les normes, mais vous avez les références ici. Donc, que ce soit la FDA, c'est l'agence de réglementation américaine. Donc, ils font état dans leur ligne directrice de toute la notion qui concerne les déviations, les CAPA, etc., etc. Donc, c'est important de savoir que c'est une exigence réglementaire. Donc, si on veut parler de la, je veux dire, si on veut définir ce que c'est qu'une déviation en pharmaceutique, donc, c'est l'action de s'écarter de sa ligne déterminée à l'avance. C'est-à-dire, comme je l'ai expliqué, on veut avoir 10 mg pour le poids de notre capsule.
C'est ce qui a été approuvé. Si vous avez 20 milligrammes à la fin de votre processus, vous avez un écart. Donc, vous êtes en déviation par rapport à ce qui a été déterminé à l'avance. C'est juste ça. Ensuite, c'est l'action de changer la direction ou de contourner un obstacle. C'est vrai, ça, c'est au niveau dictionnaire de la langue française, c'est ce que nous allons voir, itinéraire détourné. Ce qu'on voit généralement dans une circulation, hein. On va détourner la circulation, on va dévier du chemin normal qui devait être parcouru. Donc, on va avoir une voie de contournement. C'est pour qu'on contourne l'obstacle. Il y en a qui disent que c'est un écart hors d'une ligne morale ou alors d'une procédure établie. C'est vrai. Ça, ce sont des définitions qui permettent de comprendre tant que tel, c'est quoi une déviation. OK? C'est donc un écart ou une variance, comme je l'ai dit, observée et constatée au cours des opérations de fabrication, de contrôle et de maintenance. Excusez-moi. Donc, comme je le disais, c'est ça, c'est donc un écart ou une variance observée. OK? Lorsqu'on dévie de ce qui a été approuvé, donc on va émettre une déviation. C'est une déviation. Donc, dans notre industrie pharmaceutique, on a plusieurs types de déviations. OK? Au niveau de la production, on va parler généralement des déviations qui sont soulevées au cours de la fabrication d'un lot de production, par exemple. Ou alors au niveau de santé, sécurité et environnement, déviations soulevées en raison donc de risques environnementaux ou de santé et de sécurité. Donc, si on continue au niveau de l'amélioration continue, non, pardon, au niveau de l'amélioration de la qualité, la déviation peut être soulevée si une faiblesse potentielle a été identifiée et la mise en œuvre nécessitera l'approbation du projet. OK? Donc, c'est normal que lorsqu'on travaille, que les choses ne se déroulent pas comme prévu. Donc, si les choses ne se déroulaient pas comme prévu, nous avons un outil dans le système qualité qui nous permet de rectifier le tir. Et c'est cet outil, c'est le processus de déviation, OK, qui est documenté en bonne et due forme. Euh, on a aussi des écarts de vérification. Par exemple, les non-conformités qu'on va observer au niveau des laboratoires. Lorsqu'on fait une analyse, on s'attendait à un résultat qui a été approuvé. Et si ce résultat euh, n'est pas atteint, donc on va dire qu'on est en non-conformité par rapport à nos spécifications. Euh, c'est une façon de dire qu'on a dévié donc, de cette spécification-là. Et ça prend d'autres démarches pour corriger le tir. D'autres démarches qu'on peut voir dans d'autres formations, si vous le voulez. Donc, c'est-à-dire les non-conformités, comment traiter les non-conformités en laboratoire. C'est aussi un processus en soi qu'on ne va pas voir avec cette formation sur la déviation et l'investigation capable. Il y a aussi au niveau du service à la clientèle un défaut de suivre des mesures de mise en œuvre liées aux plaintes des clients. C'est vrai. Lorsque souvent au niveau commercial, on va avoir dans nos systèmes qualité euh, la- le souci de la satisfaction client. OK? Normalement, tout est documenté, tout est sous forme de procédure, donc que nous devons suivre. Et si nous ne suivons pas adéquatement ces procédures, on va être en déviation par rapport à ce que nous avons prévu de faire. Donc, c'est le concept que nous avons au niveau de la déviation. Déviation technique, qu'est-ce que c'est? Donc, elles peuvent être soulevées lors de la validation. Donc, par exemple, changement dans l'instruction de fabrication. C'est vrai. Euh, Ici, le thème validation, c'est tout un processus en soi. Nous avons aussi une formation là-dessus. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez consulter notre site web
www.vivado.com et vous allez voir la page formation ou webinaire atelier. Il y a beaucoup de thématiques qui sont proposées à ce niveau. Les plaintes permettent de documenter toute question liée à la non-conformité des matières premières, matériels d'emballage ou des produits finis. C'est vrai, les plaintes, c'est quelque chose qui va arriver au niveau des fournisseurs ou alors des clients. Ça dépend de à quel niveau on se trouve. Généralement, quand un client n'est pas satisfait ou il y a un problème sur le produit, le client va déposer une plainte. C'est normal. Pour corriger l'affaire, OK? On peut traiter cette plainte comme étant une déviation, donc, à la qualité qu'on prévoyait. Donc, ce sont des concepts qu'il faut prendre tels quels. OK? Donc, c'est très important de comprendre cette méthodologie qui est en arrière, donc, de ce principe de déviation. Donc, ici, en résumé, on va schématiser euh, les différents types ou les différentes catégories euh, de déviation. OK? On avait dit que ça peut être une exception, parce que ça n'arrive pas souvent, ce n'est pas la procédure habituelle. Ça peut être une anomalie. OK? Si c'est une anomalie, est-ce que c'est une erreur ou c'est une fraude? Si c'est une exception, est-ce que c'est explicite ou c'est implicite? Si c'est connu à l'avance, donc explicite, donc on sait que cette déviation peut être détectée rapidement. Et si c'est détecté rapidement, donc on va procéder, grâce à ça, à une méthodologie mise en place, faire toute l'analyse requise pour déterminer la fréquence à laquelle cette exception se produit, le coût et le bénéfice de cette exception et aussi la façon d'éliminer ou alors d'accepter cette anomalie-là. Euh, Par contre, si c'est une exception qui n'est pas connue de tous, ou si c'est une erreur, ou si c'est une fraude, on va essayer d'en savoir plus. Euh, euh, D'en savoir plus, c'est-à-dire, on va partir en investigation. OK? On va savoir où ça s'est produit, qu'est-ce qui s'est passé, quand ça s'est produit, c'est quoi la catégorie d'erreur ou d'anomalie dont on fait face. Et à partir de là, on va faire les analyses nécessaires pour déterminer la fréquence, les causes, les contextes, l'évidence, le contrôle qualité qu'il faut mettre en place, le contexte et puis la prévention. OK? C'est une méthodologie, OK, qu'il faut mettre en place. Les entreprises en général, ont une procédure en place qui définit clairement c'est quoi le type de déviation, OK, et permettent à leurs employés de déterminer c'est quoi le type de déviation qu'on a à faire, comment est-ce qu'il faut l'appréhender et comment est-ce qu'il faut résoudre cette déviation-là. Donc, cette façon de faire, schématisée ici, mais dans une entreprise, ça se présente sous forme de procédure, OK, et élaborée, parce que c'est pas lorsque la déviation va apparaître, c'est pas en ce moment-là qu'il faut chercher quelle méthodologie utiliser ou alors quelle procédure utiliser. C'est pour ça qu'on a la procédure déjà établie. OK? Ce qui fait que toute la démarche est facilitée grâce à des procédures. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions directement, soit à travers le chat, ou alors vous pouvez ouvrir vos micros, ceux qui sont directement sur Zoom avec moi. Donc, il y a possibilité d'ouvrir vos micros et de poser les questions directement. Par contre, ceux qui sont sur YouTube ou alors sur Facebook, vous pouvez écrire dans le chat vos questions et ça me ferait plaisir d'y répondre à la fin de la présentation. Donc, voici en résumé comment se présente de façon générale un processus de déviation. OK? Donc, comme tout processus, il y a un début, il y a une fin. Donc, subdiviser
en plusieurs parties selon les groupes ou les regroupements, non pas les regroupements, mais selon les personnes qui s'en occupent. Parce que tout le monde en entreprise ne peut pas s'occuper des mêmes étapes en même temps. Donc, il y en a qui initient, on va le voir. C'est le premier point. Il faut signaler euh, la déviation. OK? Parce que si je suis un opérateur et que je travaille et qu'il y a une anomalie sur ma ligne, je dois le signaler. Et j'ai un outil qui s'appelle un formulaire de documentation qui va me permettre de documenter, c'est-à-dire de signaler l'événement et ce qui va nous permettre de le traiter. Ensuite, quand j'émets le formulaire, je l'envoie à la qualité. Donc, la qualité va rentrer le formulaire dans le système. OK? Dans ce cas, c'est donner un titre ou donner un numéro donc, à ce formulaire-là de déviation. Euh, Sur ce formulaire, l'opérateur a déjà inscrit le problème ou la variation, la variance ou alors l'écart qu'il a observé. Okay? Ensuite, au niveau de la qualité et de la production, on va évaluer l'impact potentiel de cette déviation-là. C'est quoi la conséquence de cette déviation sur l'ensemble des opérations? C'est un processus qui demande beaucoup d'énergie, ok? Parce que ça va faire intervenir une équipe multidisciplinaire. Euh, il y a la production, il y a la qualité, contrôle qualité, des fois, il y a toute l'équipe donc de logistique qui peuvent intervenir ici. Quand tout cela est fait, il y a la qualité qui va prendre la responsabilité d'évaluer la criticité donc, de cette déviation. C'est normal de déterminer ça parce que ce qu'on veut en bout de ligne, c'est d'avoir des produits qui rencontrent leurs spécifications en tout temps. Parce que c'est le but même donc, du système qualité. C'est de faire en sorte qu'à chaque fois qu'on fait une production, qu'on ait un produit de qualité qui sera mis sur le marché et qui est sans danger pour le consommateur. Donc, la qualité va évaluer la criticité de cet écart, de cette déviation et va décider si l'action continue ou ça s'arrête. Ensuite, selon la criticité, on va évaluer euh, et essayer d'identifier les actions immédiates à prendre. C'est important d'avoir les actions immédiates parce que il y a certaines choses qui ne peuvent pas attendre. La production ne peut pas attendre. Peut-être que sinon on va perdre la batch. En tout cas, il y a des éléments comme ça qui arrivent que on ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre à ce que toute la déviation soit réglée ou tout le problème soit réglé avant de continuer la batch. Donc, rapidement, on établit des solutions immédiates. Après, on part en investigation. Okay? La solution immédiate, c'est juste pour colmater la brèche en attendant d'investiguer plus en profondeur. Okay? Donc, on va faire une investigation, on investigue les causes surtout, et ensuite, on fait l'analyse du risque. C'est quoi le risque lié à l'événement? C'est quoi le risque lié à la mise en place d'une nouvelle solution qui répond donc à cette déviation ou qui va corriger la déviation. Donc, rien n'est fait au hasard. Et une fois que tout cela est fait, on identifie des mesures correctives. Okay? On met en place des mesures correctives, on identifie les mesures préventives à, à installer pour que le problème ou la déviation ne se reproduise plus. Le but, c'est de corriger cette déviation et d'éliminer toute récurrence de la déviation. Lorsqu'on met en place toutes les mesures correctives et préventives, ben, il faut en vérifier l'efficacité. Parce que c'est pas parce que nous avons solutionné le problème que la solution mise en place est efficace. Donc, des fois, des solutions mises en place peuvent engendrer d'autres problèmes. Donc, c'est pour ça que nous faisons une vérification de l'efficacité donc,
des mesures correctives et préventives afin de s'assurer que la solution qui a été mise en place est la plus appropriée. Une fois que tout cela est fait, on ferme la déviation et c'est la qualité qui en est responsable. OK? Cela se fait avec les formulaires, la documentation et le personnel de qualité. Un petit mot au niveau de l'analyse de risque. C'est vrai que l'analyse de risque va partir donc des lignes directrices ICH Q9, Q9. Euh, c'est tout un chapitre en soi, c'est toute une thématique en soi que nous n'allons pas détailler ici, mais sachez que de façon grosso modo, l'analyse, l'évaluation des risques est un des processus importants. Il faut évaluer tous les risques liés à une action, à une déviation. OK? C'est important de déterminer c'est quoi le risque et l'impact de ces risques et la conséquence de ces risques sur la production de façon générale. Ensuite, l'autre élément important qu'il faut voir là-dedans, c'est le contrôle de ces risques-là. Qui dit contrôle dit qu'est-ce que je mets en place, OK, pour que les risques ne s'étendent pas, pour que les risques ne se répètent pas, pour que j'ai une maîtrise à ce risque-là. Ensuite, il y a ce que nous appelons euh, mesures et résultats du processus. C'est comme ce qu'on a vu tantôt. Lorsqu'on met en place des mesures correctives pour les risques, il faut s'assurer que les résultats soient probants. Il faut que, on ne peut pas prendre un bazooka pour tuer une mouche. Okay? En fait, c'est ça. Donc, il faut que à chaque fois, les réponses aux risques soient adaptées, appropriées, donc à l'événement auquel on veut assurer la correction. Donc, ce sont les éléments qui nous permettent de euh, régler cet aspect donc, de gestion de risque. Ceux qui sont intéressés à en savoir plus sur la gestion de risque ou le phénomène de risque lié à la qualité, bon, on peut organiser une autre séance de formation à ce niveau-là. Vous pouvez me l'envoyer dans le chat et puis je vais préparer ça. Donc, les mesures et résultats du processus, c'est pour vérifier en fait l'efficacité, comme je l'ai dit, du CAPA. Donc, ça rejoint notre schéma précédent. Donc, en fait, la gestion des risques établit une méthode de priorisation, OK, et aussi la méthode doit être cohérente vis-à-vis donc du système de gestion de la qualité en place. C'est normal parce que, comme je viens de le dire, on ne peut pas prendre un bazooka pour tuer une mouche. Il y a discordance. Donc, chaque mesure mise en place doit être adaptée donc, au niveau du risque qui a été soulevé. Dans une déviation, c'est exactement ce qu'on va faire. Lorsque on va apporter les mesures correctives et préventives, il faut que ces mesures-là soient adaptées donc, à la déviation dont on a discuté. Sinon, il va y avoir un écart et le CAPA ne sera pas efficace. Que contient un formulaire de déviation? J'en ai parlé, qu'il faut remettre en production lorsqu'un événement survient. L'opérateur doit signaler. Euh, signaler veut dire, bon, qualité, j'ai un problème. Qualité où l'opérateur va prendre un formulaire qui est déjà préétabli. Dans ce formulaire, on va avoir une description donc du procédé ou de la spécification actuelle. C'est important. Il faut savoir pourquoi on dévie. Donc, cela veut dire qu'il y a une spécification déjà établie. Donc, on le décrit. Ensuite, on décrit en détail la variance ou le cas ou l'anomalie ou la déviation. OK? En fait, si je dois donner un exemple, on dit on veut avoir une capsule de 10 grammes, mettons. OK? 10 grammes, c'est la spécification. L'opérateur a eu 20 grammes. Donc, c'est ça l'anomalie. L'anomalie, c'est qu'au lieu d'avoir 10 grammes, on a 20 grammes. Mais pour le moment, on ne sait pas pourquoi. OK?
Donc, c'est l'investigation des causes fondamentales qui va répondre à la question pourquoi on a 20 grammes au lieu de 10 grammes. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est ça. Donc, cette investigation va déterminer la cause fondamentale du problème. Ensuite, on va analyser le risque et l'impact que cette anomalie ou cette cause peut avoir sur l'ensemble des opérations. Okay? C'est important de déterminer ça parce que c'est pas parce que j'ai mal à l'orteil que d'office j'ai pas mal ailleurs. T'as mal à l'orteil, peut-être que la cause c'est pas ton orteil, mais peut-être que la cause provient d'autres choses. Donc il faut aller évaluer tout euh, le potentiel cause, le potentiel risque et impact que cela peut survenir. Souvent, les gens vont dire j'ai mal à la tête, mais en fait, c'est pas un mal de tête, c'est causé peut-être par un abcès au pied. Vous voyez, donc il faut investiguer tout, l'investigation qui est importante. Et après, on met en place les mesures correctives et les mesures préventives qui est en fait CAPA. Donc, CAPA, c'est important à la fin de tout ce processus de mettre en place parce que ça permet justement de corriger l'anomalie, de corriger le cas, de corriger le problème euh, qui est en fait une déviation. OK? Donc, c'est comme ça euh, que se termine le premier volet sur la déviation. Alors, on a parlé déjà au cours de la déviation, il faut investiguer. Donc, investiguer les causes, surtout les causes fondamentales. C'est ça qui est important pour nous. Et pourquoi on veut la cause fondamentale, c'est pour avoir les mesures correctives appropriées, toujours. C'est très important, ça. Alors, le but ultime est de déterminer la cause du problème. On le sait. Et pour faire ça, il y a tout un processus que nous devons suivre. On ne fait pas au hasard. Souvenez-vous, nous sommes en milieu pharmaceutique. En milieu pharmaceutique, euh, on doit documenter ce qu'on fait. OK? Et on doit suivre la procédure, on doit avoir en place les bonnes façons de documenter nos affaires. Alors, il y a des procédures qui sont établies. Et c'est à travers ces procédures-là que les gens vont s'initier à répondre, donc à la déviation, à répondre aux problèmes survenus lors d'une production quelconque. Donc, au niveau de l'investigation, on va suivre les étapes. Donc, ici, d'abord, lorsqu'un événement survient, bon, ça peut être un événement, peut-être une déviation, ça peut être une anomalie, ça peut être un écart, ça peut être une non-conformité, etc. Donc, tout ce qui arrive dans une usine pharmaceutique peut être considéré de façon générale comme un événement. Donc, maintenant, lorsqu'on va classifier l'événement, ça peut être une déviation, une erreur, une anomalie dans mes Donc, toutes les terminologies peuvent passer. Donc, on dit que c'est une présomption. OK? Ces présomptions vont apparaître tout au long de l'enquête. Des hypothèses qui peuvent expliquer l'anomalie, mais doivent être validées. Euh, Parce qu'une phase d'investigation, tu ne peux pas te lever et dire, bon, c'est ça qui se passe. Oui, on peut le dire, mais comme il n'y a pas de preuves pour attester les choses, quand il n'y a pas de preuves, on parle de présomption. OK? C'est aussi clair que ça. Donc, si vous n'avez pas de preuves pour ce que vous avancez, ce sont des présomptions. Donc, vous supposez des affaires. Bon, on peut les noter comme quoi c'est potentiellement la cause de la déviation, mais ça doit être vérifié. OK? Donc, ça doit être vérifié. Lorsqu'on va continuer le processus d'investigation et que on va trouver des causes secondaires, etc., on peut penser que ce sont des causes probables
ou alors que ce sont des causes fondamentales. La cause fondamentale, là, c'est la principale raison du problème, toujours. OK? Donc, et ça, c'est déterminé après une longue discussion, une longue investigation à travers euh, l'usine ou à travers le processus documentaire qu'on a en place. Donc, la toute première hypothèse qu'on va émettre sur le plancher, etc., ça va être des présomptions. Ensuite, on va déterminer d'autres causes qui peuvent être des causes secondaires ou des causes probables. Et aussi, on va déterminer après, à travers les méthodologies d'investigation, la cause fondamentale. L'investigation doit être approfondie, c'est sûr. Doit être en temps opportun. OK? Doit être impartial. On ne doit pas donner son avis, mais juste dire ce qu'il y a. OK? Si c'est rouge, c'est rouge. Si c'est blanc, c'est blanc. Tu ne peux pas dire je pense que. Non, on ne veut pas que vous pensez que. On veut que vous vous assurez que c'est ce qu'il y a. OK? Donc, ça doit être scientifiquement documenté. Donc, ça prend toutes les méthodes scientifiques d'investigation que nous connaissons en système qualité pharmaceutique. Et ça doit être bien documenté. Donc, ça prend la bonne documentation, les bonnes pratiques de documentation. Donc, quelques outils de résolution de problèmes. Donc, on dit une méthode scientifique doit être mise en place pour pouvoir faire le- pour pouvoir documenter, n'est-ce pas, le, pour pouvoir documenter je veux dire, la déviation, la cause fondamentale de la déviation. Donc, il y a des outils qui sont là. Un des outils, c'est, c'est le quoi, qui, où, quand, combien, comment, pourquoi. Donc, c'est la méthode QQOQCCP qui permet de poser les questions. D'abord, c'est quoi? Donc, ça nous permet d'aller définir le problème. OK, c'est l'objet qui sera définir l'action, la phase de l'opération. Tout ça, si on est en production, il faut être capable de dire que j'ai une capsule défectueuse sur la ligne de production lors de l'encapsulation, etc., etc. Donc, il faut définir le problème. Ensuite, qui? Est-ce que c'est un opérateur qui est concerné? Est-ce que les responsables sont concernés? Ou le lieu? Donc, on a dit, c'est sur la machine d'encapsulation dans la salle peut-être X. Donc, on a les étapes qui vont, les étapes, c'est l'étape d'encapsulation, etc. Quand c'est bon, on peut documenter l'heure, le moment, la durée, la fréquence et combien. Donc, il faut voir combien de capsules ont été impactées par cette anomalie et comment. Bon, il faut essayer d'expliquer la manière dont c'est arrivé. Est-ce que c'est subitement? Est-ce qu'il y a des signes précurseurs? Est-ce qu'on a suivi la procédure, etc., etc. Pourquoi? Et le pourquoi, c'est le fondement même de l'investigation parce qu'on veut comprendre le comment et le pourquoi. Ces deux questions-là, comment et pourquoi, permettent de déterminer la cause fondamentale. OK? Parce que c'est ce qui va nous permettre de comprendre réellement ce qui s'est passé et pourquoi c'est passé, comment ça s'est passé. Donc, c'est très important de suivre ces méthodologies-là. Ça nous permet de comprendre, de mieux comprendre ce qui arrive. Ensuite, un autre outil qu'on peut utiliser rapidement, ce sont les 5 pourquoi. Ça, c'est commun, les gens l'utilisent souvent. Euh, les 5 pourquoi permettent de poser la question pourquoi 5 fois. OK? On va dire pourquoi c'est arrivé. On va dire c'est à cause de l'opérateur. Pourquoi l'opérateur? Parce qu'il a pris une batch de capsules non conformes. Pourquoi la batch de capsules non conformes se trouve dans l'usine? On répond à cette question. Pourquoi l'usine ou les, les éléments de supply chain n'ont pas capté cette anomalie? On répond à cette question. Pourquoi? Donc, c'est une façon de régler ou de trouver la cause fondamentale d'une déviation, d'une anomalie. Donc,
Normalement, au bout de 3, 4 pourquoi, on, on dit qu'on se rapproche donc de la cause fondamentale. OK? Donc, n'hésitez pas à vous exercer. Et puis, le pourquoi peut donner plusieurs raisons. Par exemple, le pourquoi à une question peut avoir 5 réponses. OK, probable. Et donc, il faut investiguer les 5 réponses probables avec des pourquoi pour aller chercher la cause fondamentale. Donc, ça peut devenir un arbre, les branches d'un arbre. Donc, on parle d'un pourquoi, on peut arriver à plusieurs pourquoi. OK? Mais l'essentiel, c'est de poser la question 5 fois pour avoir, pour chaque thématique, on pose la question 5 fois pour avoir pour aller déterminer la cause fondamentale. Un autre outil que nous utilisons aussi souvent, euh, c'est le diagramme de cause à effet ou alors le diagramme de Ishikawa ou alors la méthode 5M. Donc, ça dépend. Il y en a qui préfèrent la méthode 5M. Il y en a qui vont dire le diagramme de cause à effet. Dans tous les cas, c'est le diagramme poisson. Tu vois, ça ressemble à l'arête de poisson. Donc, ce qui nous permet de déterminer aussi, de permettre de déterminer la cause fondamentale d'une déviation, d'une anomalie. Pourquoi cause à effet? Parce que les branches, ok, déterminent les causes potentielles et les effets, c'est ce que nous avons ici. Par exemple, le plongeur a fait un accident de décompression. Ça, c'est l'effet, ça. Ok, les causes vont être les branches, les éléments qui sont documentés au niveau des arêtes, au niveau des branches. Ok. Pourquoi on dit que c'est aussi la méthode 5M? Parce que euh, les branches, les principales branches sont des thématiques. Donc, par exemple, ici, on a la méthode, ça fait un M. La main-d'œuvre, pour parler du personnel, ça fait 2M. Il y a le milieu, donc l'environnement, ça fait 3M. Il y a le matériel utilisé, ok, ça fait un M aussi, ok, ça fait 4. Il y a la matière ou les matières, donc ça fait 5. Donc, on dit la méthode des 5M, d'où vient ce nom-là. Donc, dépendamment donc, de la problématique, on va essayer de déterminer les causes probables qui sont pluguées aux différentes branches selon euh, leur thématique, que ce soit méthode, main-d'œuvre, milieu, matériel ou matière. Donc, c'est comme ça qu'on va aller déterminer une cause ou des causes potentielles et des causes fondamentales de l'anomalie. C'est une méthode normalement qu'on va utiliser couplée avec la méthode de 5 pourquoi. Euh, En général, moi, j'utilise tout ça selon le temps dont je dispose et puis euh, parce que ce sont des choses, des fois, qui peuvent prendre du temps. Et en général, lorsqu'on va faire ce genre d'investigation, il n'y a pas qu'une seule méthode qui va vous donner la bonne réponse. Ok. Donc, ça va être une combinaison de méthodes. Soit vous utilisez les 5 pourquoi et la méthode d'Ishikawa, ou alors vous utilisez l'analyse de risque pour aller déterminer votre cause principale avec la méthode 5M ou pour confirmer la cause fondamentale. Donc, oui, n'essayez pas, pas n'essayez pas, mais ayez l'habitude d'utiliser minimum 2 méthodes pour aller déterminer la cause fondamentale, juste pour avoir une confirmation de ce que vous avancez comme hypothèse au niveau donc de la cause fondamentale. C'est très important. L'essentiel, c'est de déterminer en bout de ligne, comme on a vu au niveau de la déviation, les CAPA ou alors les mesures correctives et préventives appropriées donc à l'événement qui s'est produit, ok, pour ne pas engendrer d'autres problèmes sur, sur la production ou alors dans la zone de production ou alors dans le laboratoire. De toute façon, cette méthodologie ou ces méthodologies sont aussi
applicable partout, que ce soit au niveau des laboratoires, au niveau de la zone de production, au niveau du système qualité en général. Donc, même dans nos vies courantes, on peut les utiliser pour résoudre des problèmes. Okay? Ce sont des méthodes scientifiques qui existent et qui permettent donc de régler des problèmes, de trouver des causes et de mettre en place des mesures correctives et des mesures préventives. Et ceci termine donc la partie investigation. Et si on revient au niveau des mesures correctives et préventives, comme je l'ai dit au début, c'est aussi le corrective action et le preventive action en anglais qui fait l'acronyme CAPA. Et dans l'industrie, CAPA sera répandu euh, parce que bon, c'est l'habitude et au niveau du langage. CAPA, tu fais le CAPA, tu sortis le CAPA, est-ce que le CAPA est réglé, est-ce que le CAPA est fermé? Donc, pour parler de MCMP. OK? MCMP, c'est l'acronyme français. Donc, mesures correctives et mesures préventives. Donc, les deux sont interchangeables. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre terme. Ça veut dire la même chose. Donc, n'hésitez pas. Au niveau donc, des CAPA, en général, CAPA n'est pas un gestionnaire de temps. Il y en a qui vont croire que CAPA, c'est un gestionnaire d'action, etc. Non, c'est plus que ça. OK? Et ça survient surtout au niveau des déviations, des anomalies, etc. Donc, comme on le sait, le CAPA va viser à éliminer une non-conformité détectée. OK? Et le CAPA est pris, est déterminé ou est mise en place après qu'un problème se soit passé pour résoudre celui-ci. Je m'explique. On ne peut pas déterminer un CAPA parce qu'on veut avoir un CAPA. Non. Un CAPA arrive, les mesures correctives vont arriver lorsqu'on a une déviation, une euh, variance, ok, une anomalie, un écart, c'est sûr. Donc, c'est pour corriger quelque chose, c'est pour corriger un défaut, c'est pour corriger un problème, etc., etc. Donc, c'est très important de comprendre ça et que dans vos procédures de CAPA ou de non, non pas de CAPA, dans vos procédures de déviation ou de non-conformité, que vous ayez déjà une notion de mesures correctives ou de mesures préventives ou des actions correctives ou des actions préventives déjà mises en place. Et c'est ça qui fait le processus de CAPA. OK? Très important parce que pourquoi il y a la correction et puis il y a la prévention. On le verra bientôt. Mais terminons avec l'action corrective. Donc, l'action corrective va permettre à éliminer la cause d'une non-conformité ou d'une autre situation indésirable détectée. Donc, l'action corrective est prise après qu'un problème se soit passé pour résoudre celui-ci et éviter qu'il ne se reproduise. OK? C'est exactement ça. Donc, les deux euh, euh, définitions vont nous valoir euh, à ce que la mesure soit mise en place pour que le problème ne survienne pas. Regardons un peu ce qui se passe au niveau de l'action corrective. Au niveau de l'action corrective, on dit action visant à éliminer la cause d'une non-conformité ou d'une autre situation indésirable détectée. Donc, elle est prise après qu'un problème se soit passé pour résoudre celui-ci et éviter qu'il ne se reproduise. C'est l'action préventive va viser à éliminer complètement donc la cause d'une non-conformité potentielle ou d'une autre situation potentielle désirable. Donc, elle est prise avant qu'un problème se passe. Euh, donc, ça permet d'améliorer ou d'éviter qu'un problème ne se passe, en fait. Donc, c'est vrai que dans mes slides, il y a une petite
anomalie qui s'est glissée, mais comprenez que ici, j'ai les deux définitions, l'action corrective et l'action préventive. L'action corrective, c'est permettre de corriger l'action, OK, qui vient de se passer pour relever la cause de la non-conformité. Et l'action préventive, c'est éliminer la cause fondamentale pour que même l'action ou la déviation ne se reproduise plus. OK, tout simplement. Voici les deux définitions qu'on va retenir. OK. Donc, ce sont des éléments essentiels au niveau du processus de déviation, de non-conformité, où les actions correctives et les actions préventives sont les résultats euh, d'investigation. C'est-à-dire, lorsqu'on a déterminé la cause de notre déviation, on met en place des actions pour éviter que la situation ne se reproduise. On veut éviter la récurrence, on veut que ça soit corrigé une bonne fois pour toutes. Alors, on va mettre des actions préventives en place. Alors, le processus de CAPA. Donc, c'est une procédure documentée, c'est vrai. Euh, on va définir les situations faisant l'objet de CAPA, c'est vrai. Et on va faire l'évaluation des risques et des priorités. Ça fait partie du processus. On va déterminer ceux qui vont participer donc à l'enquête ou alors à l'investigation. Comme je l'ai dit au début, ça prend une équipe multidisciplinaire parce que on veut avoir l'heure juste avec les gens qui connaissent le domaine, les SMI. On veut aussi, à la fin, vérifier, valider tout ce qui a été dit au niveau 1 de l'objet, donc de la déviation ou de l'écart, des causes et des mesures correctives et préventives. Ensuite, il faut mettre en place un plan d'action pour corriger le problème et passer à une autre étape. C'est important de passer à travers ces étapes. Donc, ici, résumé, vous voyez sur le schéma que euh, le CAPA, c'est toujours la dernière action qu'on pose lorsqu'on est en face d'une déviation, d'une anomalie, d'une non-conformité, etc. Donc, et le CAPA est appliqué comme c'est une action, ce sont des actions préventives. Donc, comme ce sont des actions correctives et préventives qu'on met en place, donc il faut voir que la plupart des processus qualité, comme les plaintes, les données de qualité, les utilités, les produits non conformes, les chaînes d'approvisionnement, la production et la fabrication, les inspections, les déviations, tous vont aboutir à ce qu'on appelle processus de CAPA parce que les anomalies au niveau de ces systèmes-là, au niveau de ces processus-là, vont se terminer par la mise en place des actions correctives et des actions préventives, obligatoirement. Parce que lorsque vous subissez une inspection d'une agence de réglementation et que vous avez des observations, ce que les agences de réglementation vont demander, c'est de mettre en place des mesures correctives et préventives. Donc, ce qui fait que CAPA, non seulement c'est une action qu'il faut mettre en place, mais c'est aussi un processus très, très, très crucial au niveau du système qualité. Et selon euh, selon votre efficacité à mettre les CAPA en place, votre précision à mettre les CAPA en place, ok, votre inspection peut être un succès ou un échec. Euh, donc, il faut faire attention et mettre en place tous les outils ou toutes les chances nécessaires pour pouvoir mettre en place les mesures correctives et préventives qu'il faut. En général, lorsqu'on a une observation sur, mettons, la validation du procédé ou sur la qualité de nos produits, euh, le CAPA ne doit pas s'arrêter justement à dire oui, je corrige mon produit. Non, parce que
La tradition veut qu'on regarde que l'observation s'applique donc à un large éventail des choses. Donc, on regarde l'ensemble de l'usine, l'ensemble des procédures, l'ensemble des pratiques, l'ensemble des opérations pour évaluer c'est quoi l'impact de cette observation sur les opérations et déterminer les bonnes actions correctives et préventives à mettre en place. C'est très important. Ça, il faut voir large, il faut avoir une approche holistique donc, de la problématique. C'est pour ça que dans le processus d'investigation, on va élargir le champ au niveau des techniques d'investigation en mettant en place donc les méthodes qu'on a vues, qui, que, quoi, pourquoi, comment, et aussi les cinq pourquoi, les 5 R. Mais en plus de ça, on va avoir une analyse de risque assez globale pour aller s'assurer on a couvert toutes les zones qui peuvent être impactées ou tous les processus qui peuvent être impactés par le CAPA. Okay? C'est très important de couvrir tout ça car on veut éviter qu'il y ait d'autres problèmes ailleurs. Alors, ceci nous amène donc à cette étape donc, de l'élaboration d'un CAPA. En fait, pour le processus lui-même, comme je l'ai dit, ça prend une bonne pratique de documentation en place. On doit vérifier l'efficacité donc de cette action. Est-ce que c'est complété? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est opportun? Ce sont des questions qu'on se pose lorsqu'on met en place ce genre d'action. Il faut évaluer les critères et définir la revue de qualité, la méthode ou la fréquence de la revue de qualité qu'on veut faire. On doit donner des réponses donc à la haute direction. C'est important de faire une compilation de ces données-là pour la direction et aussi avoir des paramètres mesurables sur place. Donc, la capacité à suivre le progrès. Comment est-ce qu'on s'assure que le CAPA est efficace sur du long terme? Donc, il faut avoir des indicateurs ou une méthode SMART qui permet d'aller vérifier, tracer que tout ce qu'on a mis en place est vraiment efficace. OK? Ce sont des mécanismes qu'on met en place que je ne peux pas élaborer ici parce que c'est toujours une heure de formation, de discussion, de présentation ce matin, mais ceux qui veulent en savoir plus sur ces sujets-là, donc peuvent nous contacter et ça nous fera plaisir de répondre. Alors, ici, schématiquement, voici comment va se représenter la méthodologie ou le processus CAPA. Okay? C'est une façon de visualiser ce qui se passe. Donc, on a la première étape, c'est sûr qu'on définit le problème. On l'a vu au niveau de la déviation, il faut poser le problème, il faut clairement spécifier ce qui se passe. On doit comprendre ce qui s'est passé. À partir de là, on va faire l'investigation de la cause. Tout le monde sait, on a vu à travers cette présentation quelques éléments, quelques méthodologies pour investiguer la cause. Et une fois que la cause est faite, on décrit les mesures correctives. Les mesures correctives, c'est pour avoir temporairement une correction au problème avant de voir comment est-ce qu'on peut enrayer complètement le problème. Donc, les mesures correctives permettent de continuer notre processus si c'est un processus de fabrication en attendant qu'on ait un problème à faire, en attendant qu'on ait une solution définitive. OK? Donc, on met en place les mesures correctives. Ensuite, avec les mesures correctives, on va recueillir des données. Puis, le recueil des données constitue en soi un processus. Dans ceux qui connaissent bien le Lean Six Sigma, c'est-à-dire le Six Sigma, la méthodologie d'IMEC, on doit recueillir des données pour pouvoir faire des analyses concrètes. Est-ce que ça va ne va pas, c'est quoi la tendance, etc. Donc, en fait,
lorsqu'on a vu la déviation et puis les mesures correctives préventives et l'investigation, on avait dit qu'il faut documenter de façon scientifique et il faut avoir des preuves. OK? Donc, recueillir des données constitue une façon d'avoir des preuves. Ensuite, on peut faire d'autres essais additionnels pour s'assurer que ben, notre méthode ou notre solution a du sens. Une fois que c'est fait, on va mettre en place, on va mettre en place la solution. OK? On va mettre en place la solution parfaite qui convient, qui résout tous les problèmes. Et lorsque c'est fait, ben, on vérifie l'efficacité, tout simplement. OK? Donc, voici les sept étapes dont on parlait et qu'il faut nécessairement couvrir lorsqu'on veut avoir un bon processus de CAPA. Et ça, c'est scientifique, c'est universel et euh, euh, c'est c'est prouvé. OK? Donc, quand vous écrivez vos procédures, pensez à documenter ces éléments-là dans la procédure pour permettre aux gens de bien suivre le processus de campagne d'investigation pour avoir des mesures correctives préventives adéquates et suivies dans vos processus. Donc, ceci nous amène donc à la fin de notre présentation. OK? Et pour conclure, je dirais que la déviation, l'investigation et CAPA sont des processus qualité faisant partie d'un système qualité d'une organisation. Ce sont des processus qui ont besoin d'une bonne pratique de documentation. Tous les principes de l'intégrité des données s'appliquent aussi au processus de déviation, investigation et CAPA. Et enfin, ce sont des processus dont les données sont mesurables et suivies grâce à des analyses de tendance lors de la revue annuelle de la qualité du produit. Donc, voilà, nous vous remercions d'avoir prêté attention à cette présentation et nous sommes convaincu que cela a pu répondre à quelques-unes de vos questions concernant les déviations d'investigation et les CAPA. Euh, donc, voilà. Donc, maintenant, nous allons ouvrir des micros pour les questions. Merci beaucoup de votre attention et au plaisir de répondre à vos questions. Merci et à bientôt. Bye bye.